Alors, les amis, j'ai ouvert V-Contact. Vous pouvez écrire des commentaires. Je vais regarder si je les vois ou pas et si je pourrais communiquer avec vous aujourd'hui. Ouliana, tu as ouvert? Bref, aujourd'hui c'est mon dernier jour ici, au bureau. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau bureau. Je n'ai pas encore envie de partager une vidéo pour montrer à quoi ça ressemble ici parce que c'est un vrai bazar. Pour faire court, tous les meubles que nous avons apportés avec nous sont pratiquement installés dans les bureaux, répartis un peu partout. Quant aux meubles neufs, ils sont encore dans les cartons. Des gens installent les climatiseurs, d'autres finissent de peindre certains murs. Le propriétaire n'a pas réussi à livrer les locaux à temps pour diverses raisons qui lui sont propres. Et nous avons déjà déménagé, voilà, en gros, nous sommes en plein travaux ici, oui, et nous sommes en pleine préparation active pour le départ à Dubaï. Plusieurs personnes sont déjà parties, David est parti, Genia Merkulov est parti, et Sergei Semyonov est parti aussi. En gros, ils ont déjà commencé à organiser les choses là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas. Si vous n'avez pas vu, voilà, j'ai envoyé aujourd'hui, il me semble, une vidéo dans le chat. Notre stand est déjà en train d'être construit. Notre présence y est déjà nécessaire. Je viens tout juste de finaliser notre maquette. Nous aurons en fait une maquette avec nous. Je vais essayer tout de suite de vous envoyer à quoi ressemblera notre stand à Dubaï. Il y aura de grands écrans, des petits écrans, un comptoir sur lequel Mila présentera le logiciel que nous avons développé. Il y aura aussi un comptoir derrière lequel on pourra s'asseoir, piloter le dirigeable, voler en réalité virtuelle. Et il sera possible de piloter notre véritable dirigeable qui se trouvera à Voskresensk. Est-ce que ça marchera ou pas? Nous ne le savons pas encore. Là-bas, tout est très compliqué avec Internet pour une raison quelconque. Nous avons besoin de beaucoup de gigaoctets et ils coûtent assez cher. Vraiment très cher. Hier, oui, les gars sont arrivés. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de critique, mais nous avons la possibilité technique. Elle existe. Alors, je vais vous envoyer tout de suite à quoi ressemble notre stand. Et justement, je finissais la fabrication de la maquette pour le stand. Nous avons fait une petite maquette, en gros, de l'aéronef. Il est plus beau que le modèle classique. Il attire l'attention. Je ne vais pas le montrer pour l'instant. Voilà, demain nous partons. Je pars. Christina part. Milad part. Pacha Filipov part. En gros, samedi, Boris Sanich et Vadim Vassilievitch Zubkevich partent aussi. C'est donc avec cette équipe que nous serons tous présents sur le stand. À travailler. Il y a vraiment beaucoup de travail. Il y avait un formulaire spécial. En tant que participant, tu t'inscris sur le site, tu indiques, en gros, qui tu es, ce que tu fais, dans quelle entreprise tu travailles, ce qui t'intéresse. Et là, une sorte de mini-réseau social se forme à l'intérieur de ce site, de l'exposition elle-même, où les gens commencent à interagir. Et donc, beaucoup d'entreprises se sont intéressées à nous et plus précisément, elles s'intéressent beaucoup aux dirigeables, ce qui est assez étrange en fait. Et là, ils envoient des invitations à des rencontres. En gros, ils disent qu'ils ont tel ou tel axe de développement. L'un des axes qui m'a interpellé, c'est qu'ils développent des accumulateurs solides à hydrogène. C'est une alternative aux batteries lithium-ion, ainsi que des systèmes pour libérer cet hydrogène et générer de l'électricité à partir de cela. Voilà le genre de système qu'ils proposent. Ils sont du genre « Waouh, vous avez des dirigeables, nous avons ça, rencontrons-nous ». Et beaucoup de rendez-vous ont été fixés, principalement d'ordre technique. Mais hier, d'ailleurs, des gars sont venus. Ils vont amener des personnes importantes sur notre stand. Eh bien, il y a des princes. Il existe encore de tels titres au XXIe siècle, en général, pour ceux qui s'intéressent aux dirigeables, ceux qui aimeraient en acquérir. Et en somme, nous avons une mission importante la semaine prochaine. Cela se passe du 17 au 21, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il me semble, si je ne me trompe pas. Uliana est-elle en ligne? Tu regardes? Tu as des commentaires? Tu m'entends? Tu me vois? Parfait. Je voulais montrer le stand. À quoi il va ressembler? J'en ai vu un joli aujourd'hui. Tu vas l'envoyer? Envoie-le dans le chat général, tout de suite. Vous verrez un petit modèle maintenant. Là-bas, en gros, c'est une maquette de dirigeable.
Il fait environ 3 mètres de long. Il a cette circonférence. C'est un aéronef. Il y a écrit Aeronova dessus. C'est le seul dirigeable que nous avons pu amener ici. Mais un aéronef restera ici. Nous avons décidé de ne pas faire de petites maquettes car cela n'a aucun sens. En gros, nous allons présenter le logiciel, montrer les possibilités de contrôle. Nous apportons avec nous des présentations, les caractéristiques techniques des appareils. Il y aura une grande présentation lors de laquelle Milad prendra la parole. Il a remporté un concours en interne dans notre entreprise. Il fera la présentation au nom de toute la société. Ce sera une présentation destinée aux investisseurs locaux qui seront très nombreux. Il va parler de ce que nous avons accompli ensemble pendant cette période, de nos plans et de nos stratégies pour l'avenir, et il leur proposera plusieurs options de collaboration, allant des investissements directs à la création de co-entreprises et à l'investissement dans les régions qui les intéressent. C'est d'ailleurs là que les investissements se font le plus souvent pour une localisation sur place. Nous proposerons principalement l'assemblage, bien entendu. Une fois que nous avons un appareil, par exemple le Nova 2, nous le testons, nous nous assurons que tout est prêt. Pendant ce temps, le site a justement été préparé. Pour l'instant, c'est sur ce type de partenariat que nous comptons. Mais ce qui se passera ensuite, Dieu seul le sait. Hier, des personnes bien connues sont venues. Elles s'occupaient auparavant de la vente d'hélicoptères et de bien d'autres choses dans notre pays, les premiers distributeurs d'hélicoptères américains. Ils disent « Ne vous inquiétez pas, ne vous limitez pas trop. Lorsque vous discuterez avec des investisseurs, n'hésitez pas à annoncer des chiffres complètement fous. » Ils disent « Pour nous, ces chiffres paraissent insensés, mais pour eux, c'est normal. L'essentiel, c'est d'avoir une stratégie commerciale. » Nous avons élaboré une stratégie commerciale, nous la formaliserons un peu plus tard et nous vous en parlerons. Je ne vais pas encore annoncer les montants, c'est la moyenne du marché. Voilà ce que ça vaut, si tout fonctionne. Bref, je voulais raconter une histoire. C'était au Dubai Air Show, il y a quelque temps, je ne sais pas, il y a 2 ans ou peut-être 4. Je n'ai pas suivi, je ne me suis pas penché sur la question. Et là-bas, il y avait une entreprise russe, la seule, je crois, qui n'a signé aucun contrat. Là-bas, ils signent des contrats de plusieurs milliards, de dizaines de milliards de dollars. Et les Russes, eux, n'en ont signé aucun. C'est ainsi qu'ils se sont fait remarquer. Comment est-ce possible ? À l'époque, c'était le pic des sanctions et pour des raisons purement géopolitiques, c'était interdit, impossible, tabou. Maintenant, il semble qu'il y ait une sorte de dégel, même si la situation reste instable, ça monte, ça descend. Et d'ailleurs, nous pensions que personne de chez nous n'irait, ne se déplacerait. Mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y avait un stand de Roscosmos, il y a quand même notre stand, il y a la Bowman avec ses appareils stratosphériques, à moitié les nôtres, à moitié les vôtres, ils sont là aussi. Pour eux, c'était presque un miracle. Ils avaient déposé une demande de participation et la Bowman est en fait sur la liste des sanctions. Ils n'arrivaient pas à effectuer le paiement, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient rien faire pendant très longtemps. Alors que de notre côté, tout était déjà payé, nous avions déjà conçu le stand, les constructeurs travaillaient déjà sur le processus de montage. Mais eux, ce n'était toujours pas payé, pas payé. Ils ne savaient pas quoi faire. Nous avons proposé de faire ensemble, mais ils disaient « Non, on va espérer un miracle. » Et oui, le miracle s'est produit. Bref, Arkady et son équipe viendront aussi. Puisque l'entreprise russe sous sanction a été acceptée là-bas, il y aura probablement un dégel en faveur des technologies russes à ce salon. Donc nous espérons repartir de là-bas avec des contrats, des précommandes, des partenaires. Je suis sûr que tout cela va marcher. Pacha Filipov et Sergei Semyonov activeront leurs meilleures fonctions magiques pour trouver et attirer des partenaires. Tout ira bien. En gros, l'exposition porte sur des sujets d'actualité. Posez vos questions. Je suis dans une légère turbulence à cause du déménagement, à cause de Dubaï, et il se passe plein de choses intéressantes dans le développement. Au fait, nous avons enfin reçu les moteurs, des moteurs belges pour la Nova 2, 2 exemplaires. Ils devaient arriver en septembre, je vous le rappelle, voire même en août, mais ils ont mis longtemps à venir. Pendant qu'ils tardaient autant, on s'est même dit que tout ça risquait de tomber à l'eau,
et on a commencé à concevoir une transmission électromécanique, c'est-à-dire un hybride. Et nous avons conçu l'architecture hybride elle-même. Cela nous sera utile à l'avenir. La Nova 8 sera déjà assurément hybride et tous les appareils suivants seront hybrides. Donc nous avons une base solide. Une nouvelle personne a rejoint notre équipe, un ingénieur, un développeur expérimenté dans le domaine du transport électrique et plus précisément du transport électrique hybride. Il a considérablement renforcé nos compétences dans ce domaine au sein de l'entreprise. En somme, nous avons développé toute cette architecture, sélectionné tous les composants et nous en sommes maintenant à l'étape de rédaction du cahier des charges pour les modules que nous devrons développer nous-mêmes. Rien de compliqué. Nous avons des gars compétents, ils s'en chargeront. En attendant que l'équipe commence à développer les modules, tous les autres ingénieurs se concentrent actuellement sur la transmission mécanique, la création de bancs d'essai autour des moteurs belges, du système d'alimentation en carburant, des équipements auxiliaires et des générateurs auxiliaires. Le générateur alimente un système en 48 volts. Tous les consommateurs, y compris le propulseur d'étrave. Nous avons progressivement acheté tout cela. Les générateurs, les câbles, les modules, les convertisseurs, le moteur arrière avec l'hélice, les contrôleurs, tout cela, pour l'instant, est en train d'être déplacé dans des cartons. On s'en occupera. Il est donc temps de commencer à créer un banc d'essai au sol pour tester précisément le moteur belge et le groupe motopropulseur. Le groupe motopropulseur, la documentation de conception de travail, RCD, pour tout le compartiment moteur est également prête. Pour la transmission pivotante, c'est prêt. La seule chose qui manque, ce sont les réducteurs d'angle, ce n'est pas encore prêt. Cette documentation part déjà en production. Il y a eu quelques petits contretemps avec la production. Mais maintenant, tout semble prêt à démarrer, ça ira. Juste quelques petits contretemps. On a dû choisir ce qui était le plus important, acheter du liquide de coupe ou déménager. On nous a demandé de partir. Bref, d'ici la fin de l'année, tous les moteurs seront lancés. Quant à savoir si l'enveloppe sera prête avant la fin de l'année, c'est encore une fois presque un miracle. Nous attendons toujours la signature du contrat avec l'entreprise sur laquelle nous avons convenu d'installer notre production d'enveloppes. Cette entreprise est publique, elle est semi-fermée, il y a des règles très strictes. Bref, toutes les procédures sont en cours. Et en fait, il nous faut absolument cet endroit et pas un autre. Donc on attend, comme je vous l'ai écrit dans le court message. Ce n'est pas que nous attendions que les choses tombent du ciel, bon, tout avance, mais très lentement. L'entreprise est immense. Elle appartient à Roscosmos. L'équipement est là. Vladimir Alexeyevitch est prêt à se lancer. Il dit « Allumez-moi simplement ces machines. Je ferai tout de suite. » Du genre. Et nous avons en attente la Nova 01. Il ne s'agit pas de la modifier, mais de créer une nouvelle enveloppe, encore plus perfectionnée, pour la version commerciale de la Nova 01. Pour la Nova 2, le matériau est déjà prêt. Il y en a aussi pour un autre projet. Celui-ci se situe entre la Nova 2 et la Nova 01. J'espère que tout le monde va aimer, ce sera intéressant. Si vous vous souvenez, il me semble que j'avais envoyé la vidéo dans le chat, vous pouvez aussi la trouver vous-même sur Internet. Beaucoup de gens l'ont partagée, pas seulement moi. C'est la vidéo où les Chinois récoltent des pommes de pin à l'aide d'un appareil avec déchargement aérostatique. Bref, on va absolument fabriquer un tel jouet. Il suffit juste de me mettre les machines en marche. Tout dépend de la surface disponible. En gros, si d'ici la nouvelle année, on s'organise sur les espaces, qu'on installe tout l'équipement, alors en un mois, vous verrez une nouvelle enveloppe. Et le mois suivant, encore 2 nouvelles enveloppes. À partir de là, tout ira comme sur une chaîne de montage. En gros, je peux raconter beaucoup de choses sur la Nova 2. Ilia commence à poser des questions. Quand aura lieu le lancement de la Nova 01 ? Parce qu'au début, on a été invité, puis quelque chose s'est passé. Ce n'est pas quelque chose s'est passé, mais lors d'une des visites des invités, nous l'avons cassé. Il a volé sans incident chez nous, de mai à septembre, et voilà, le dernier jour d'août, ou les premiers jours de septembre, je ne me souviens plus exactement. Nous l'avons cassé à cause d'une erreur de pilotage. C'est une situation classique pour la technologie aéronautique, surtout expérimentale. Ensuite, nous n'avons pas pu le réparer pendant longtemps, car nous étions principalement occupés par l'aérolait.
Finalement, nous l'avons réparé et il est maintenant opérationnel. On peut voler avec et nous le faisons. Je ne sais pas quand les sorties reprendront. Probablement à mon retour de Dubaï, car beaucoup de nos gens sont vraiment partis et il est peu probable que quelqu'un d'autre organise cela à part moi. Du côté de Solar Group, c'est clair. Du côté de Aeronova, ce n'est pas clair. Donc attendez mon retour de Dubaï et en décembre, peut-être que nous rassemblerons 1 ou 2 groupes, nous les amènerons, nous volerons en hiver. Pourquoi pas? Je ne vois vraiment aucun problème. Qu'en est-il de la Yakoutie? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire là-bas, en général? Donc, qu'en est-il de la Yakoutie? Nous avons réchauffé la Yakoutie pendant très longtemps, c'est un mot moderne, à l'idée des dirigeables. Différentes entreprises existantes, pseudo-existantes, des gens compétents, d'autres sans connaissance. En général, tout le monde comprend que de vastes territoires sans infrastructure, c'est difficile. Ce sont des territoires riches, des territoires intéressants, et de nombreux projets visant justement à développer ces territoires sont freinés par l'absence d'infrastructures. Le dirigeable, en tant que moyen permettant de se passer d'une partie de l'infrastructure, pourrait aider les Yakoutes à devenir encore plus riches. Par hasard, j'ai lu une autre question, encore une, à propos des fonctionnaires. J'y reviens tout de suite. Nous avons en fait lancé l'entreprise en 1 an, assemblé les premiers prototypes, même en moins de temps. Nous avons été plus rapides. Nous avons commencé à l'assembler vers la fin de l'automne, au début de l'hiver. En mai, il volait déjà chez nous et cela a d'ailleurs impressionné beaucoup de monde. Moi, par exemple, en tant que personne constamment plongée dans l'opérationnel, je suis très anxieux parce que j'ai l'impression que nous avançons très lentement, alors que les gens de l'extérieur, hier, par exemple, des gars sont venus, des pilotes d'hélicoptères, disent « Vous avez vraiment un rythme de champion. Comment faites-vous pour tout réussir? Comment faites-vous tout cela ?» Et là, tu te retrouves face à une sorte de dissonance. Attendez, je viens juste de m'inquiéter de vivre tout ça. Je tournais en rond là-bas. Un rythme de champion, c'est agréable. Les Yakoutes l'ont aussi remarqué qu'un collectif est apparu, un collectif capable de créer de la technologie, un collectif capable de la faire voler, qui depuis longtemps a suffisamment démontré ses capacités. Ils ont apprécié nos possibilités et notre potentiel de développement, nos ambitions et nos plans pour les 5 à 10 prochaines années. Et ils ont fait un pas en avant, ils sont venus, le représentant permanent du président de la Yakoutie est venu, il a amené beaucoup de monde avec lui chez nous, il a fait connaissance. D'abord, c'est nous qui sommes allés le voir, puis il est venu chez nous, et ensuite nous sommes allés le voir en Yakoutie. Après qu'il soit venu, qu'il ait vu comment volaient nos petits appareils, il a dit « J'ai compris, parfait, allons-y. Maintenant, nous allons vous montrer ce que nous avons ici. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser ici ?» Bref, en Yakoutie, nous avons visité un chantier naval. Évidemment, la première chose qu'ils nous ont montré, voilà, regardez, nous avons un local. Vous n'avez pas besoin de construire de nouveaux hangars ici. On va assembler ici. Il a dit, on va le faire. Alors, qu'est-ce que vous n'assemblez pas encore? Décidons précisément de ce qu'on va assembler. Eh bien, celle que vous fabriquez là-bas, la nouvelle, assemblez-la ici aussi. Non, d'abord, nous allons l'assembler chez nous, puis chez vous. Mais pourquoi chez vous? Assemblez-la directement chez nous. Regardez quels locaux nous avons. Chez vous, il n'y a pas de place. Chez nous, il y en a. Allez, je vais vous montrer. Il y a aussi autre chose. Nous sommes allés voir les technoparks. Il y a 2 sites assez récents, formés il n'y a pas longtemps. L'équipement arrive, de jeunes gens viennent. Les gars fabriquent là-bas toutes sortes de drones. Ils produisent plein de choses pour l'opération militaire spéciale. Et il y a aussi des motos électriques, des fours automatiques et des drones intercepteurs de signaux, mais pas seulement pour l'armée. Par exemple, ils fabriquent des drones pour la lutte contre les incendies, qui larguent des petites bombes avec une composition spéciale, qui dispersent une sorte de poudre. Ils nous ont montré, ils ont fait des expériences. Bref, on a discuté avec eux. Le plus drôle, c'est que j'y ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit « Tu connais Augure ?» Et moi, j'ai envoyé la vidéo. Je connais. On fabriquait des dirigeables avec eux avant, des petits. Bref, ils les avaient déjà amenés en Yakoutie, vraiment tout petits.
Je ne me souviens plus, quelques mètres cubes, jusqu'à 20. Il voulait faire de la pub. Au début, ça marchait, puis ça n'a plus marché, et ainsi de suite. D'abord, il a perdu confiance, puis il y a cru de nouveau. Bref, là-bas, il est leur ingénieur en chef. C'était très agréable, et bon, la coïncidence était vraiment amusante. En tout cas, j'ai aussi évalué tout ça. J'ai compris les possibilités, les compétences. Et en général, tant qu'on ne m'avait pas amené chez ces gars-là, je ne comprenais pas comment tout ça fonctionnait là-bas. Mais une fois sur place, tout est devenu clair. En fait, nous fabriquons un autre Nova 01, exactement le même. Et là-bas, il commence par l'assemblage au tournevis, l'exploitation, la gestion, et leur propre équipe locale commence à se former. Et il faut vraiment beaucoup de monde. Il faut des techniciens qui vont l'entretenir en permanence. C'est une sorte d'équipe de vol qui se trouve autour du dirigeable, ainsi que ceux qui vont le réparer sur place. S'il lui arrive quelque chose, ils doivent comprendre ce qui s'est passé, et ils ont une base pour cela. Appelons cela le fondement. Ensuite, nous sommes allés à l'école locale. Il y avait une grande réunion. Elle portait principalement sur des régimes juridiques expérimentaux spéciaux, sur la formation de pilotes externes, sur le fait que pour tout cela, il faut des programmes à développer sur cette base locale. Des tâches ont donc été attribuées, il fallait tout étudier en détail. Les compagnies aériennes polaires locales ont participé, ainsi que les juristes et les pilotes eux-mêmes. Voici Semyonov Semyon Nikolaïevitch, il a appelé récemment. Un pilote incroyable, incroyablement expérimenté, sans doute. En fait, il est unique en son genre. Un pilote arctique qui a tout piloté, aussi bien des avions que des hélicoptères, et dans toutes sortes de conditions. Et voilà cet homme mûr, respecté, héros émérite, qui au début disait « Mais qu'est-ce que c'est que ces dirigeables ?» Et puis il a dit « Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ?» Bref, il a commencé à s'y intéresser, et maintenant, il attend des informations techniques précises sur le premier dirigeable. Combien de places il y a, de quoi il fonctionne, avec quoi il est ravitaillé, comment ça marche ici, tout ça. En somme, il a posé beaucoup de questions. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de tout lui envoyer, mais en tout cas, ils se sont intéressés. Et à qui cela pourrait-il bien intéresser là-bas? Cela peut intéresser beaucoup de monde. En général, en ce moment, il y a un développement très important de l'Arctique, de la route maritime du Nord, et là-bas, on va construire une infrastructure de transport et d'énergie. C'est ainsi qu'on l'appelle maintenant, il me semble. C'est-à-dire qu'il y aura des capacités supplémentaires de production d'électricité qui seront installées là-bas. Et pour les installer, il faut les acheminer sur place. Ce sont probablement les principaux clients pour le transport, les plus importants, dans un avenir proche. Ils transporteront tout cela par mer via la route maritime du Nord, puis il faudra l'acheminer plus loin à l'intérieur des terres. C'est là que les dirigeables sont envisagés. Les ressources minérales, tout le monde le sait aussi, il y en a beaucoup et de toutes sortes en Iakoutie, et il y a de l'intérêt de la part des gens. La technique, il faut l'acheminer là-bas, et les ressources minérales, les transporter de là-bas. Et très probablement, ce sont justement ces entreprises d'extraction de ressources et certaines autres compagnies qui pourraient devenir les principaux clients. Elles sont plutôt favorables. Le projet a commencé à être étudié. Par ailleurs, il y a aussi la Iakoutie elle-même. Qu'est-ce qui l'intéresse? Ce sont les gens, bien sûr, l'approvisionnement en courrier, en produits alimentaires, en carburant. Sur Wildberries et Ozon, aussi surprenant que cela puisse paraître, les gens là-bas veulent aussi cliquer sur « Acheter » et recevoir leurs commandes. À Yakoutsk, tout va globalement bien, et dans les villes voisines, les centres régionaux, là aussi tout va bien. Mais plus on s'éloigne des centres régionaux, plus cela devient compliqué. En fait, si l'on organise tout cela de manière globale, ce à quoi nous nous attelons actuellement, avec à la fois de grands projets de transport et d'énergie, et des besoins locaux, même si locaux là-bas signifie une taille supérieure à celle de nombreux pays dans le monde, tout cela s'intègre dans un ensemble harmonieux. Et c'est bien ce qui se passe. Ainsi, la Iakoutie elle-même, l'administration elle-même, peut jouer le rôle d'organisateur, de maître d'ouvrage. Les grandes entreprises avec de gros capitaux, nous agissons comme sous-traitants, comme réalisateurs,
Voilà, en gros, la situation en Yakoutie. C'est vrai que je suis revenu ici. Il y a un déménagement et encore une fois, nous repoussons un peu les délais de notre travail commun. Mais là-bas, il y avait de grandes entreprises qui s'occupent justement des biens de première nécessité, et ainsi de suite. Ils élaborent pour nous une carte des flux de marchandises, combien, d'où, quand, etc. Autrement dit, nous disposons maintenant d'une base pour le calcul technico-économique, possible ou impossible. Si c'est possible, alors combien? Avec quelles marchandises? En quel lot? Autrement dit, nous devons élaborer une stratégie ou adapter à un certain appareil ce qui n'est pas souhaitable. Il vaut mieux, bien sûr, concevoir directement l'appareil pour la tâche. Pour la Yakoutie, je pense que les dirigeables y voleront à coup sûr. Que prévoyons-nous de faire? La question principale est de savoir ce qu'il faut développer ensuite. Les relations, il s'agit de mettre en place des projets communs. Espérer, croire et aider les législateurs locaux à créer une base confortable et ne pas se relâcher soi-même, avancer avec ses propres développements, car bien sûr tout le monde est pressé par les délais, même si ici tout est assez raisonnable, tout le monde comprend parfaitement que le dirigeable n'est pas apparu hier, que cette technologie est complexe et que la question est globale. Concernant la deuxième plateforme de production, où le fait que toute la production déménagerait, personne ne déménage nulle part. Le bureau d'études est ici, notre production est ici, naturellement, parce qu'il s'agit d'une production expérimentale, et la production expérimentale doit se trouver à proximité du bureau d'études. Et dès qu'un prototype aboutit, par exemple, alors on peut bien sûr commencer à envisager la localisation de l'assemblage dans une autre région. Et ce modèle fonctionne non seulement avec les régions de notre pays, mais aussi avec d'autres pays. Ce que nous allons proposer à Dubaï maintenant, c'est une approche progressive. L'appareil est d'abord fabriqué ici à titre expérimental, puis l'assemblage est localisé là-bas. Il est évident qu'à l'avenir, comme c'est le cas actuellement dans notre pays, on commence à localiser certains processus de production, mais on ne peut pas tout de suite créer une usine qui n'a jamais rien vu de tel et s'attendre à ce qu'elle commence déjà à produire. Cela ne se fait pas comme ça. D'abord, le produit fini est importé, puis on fait venir certains kits, des modules de grande taille, on les assemble, puis tout cela se fragmente de plus en plus, et ensuite de petites pièces arrivent de différents endroits. Ils se transforment en kits, se transforment en produits finis, et ensuite, on commence à chercher pièce par pièce des possibilités de les fabriquer localement, de les remplacer par des équivalents locaux, etc. Donc le modèle est le même pour tout le monde. Les Africains, nous sommes en négociation avec eux, je ne me souviens plus de quel pays il s'agit. En fait, j'ai déjà rempli mon rôle dans ces négociations. Eux aussi disent « localisons la production chez nous, nous avons beaucoup d'argent, nous ouvrons une entreprise locale, nous y injectons de l'argent. Quand est-ce que nous produirons des dirigeables? Mes amis, en temps voulu, bientôt. Eux, ils voudraient très bientôt, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de temps pour tout faire. Alors, cela valait-il la peine de quitter Roscosmos pour finalement retomber sous le contrôle des fonctionnaires? Question, mais qui a quitté Roscosmos? Moi, personnellement? Eh bien oui, je suis parti. Revenir sous le contrôle des fonctionnaires, mais enfin, nous sommes tous citoyens de ce pays, nous avons tous un passeport, il y a des lois dans ce pays. Quel rapport avec le contrôle des fonctionnaires? Peut-être que, bien sûr, cela avait du sens dans le contexte de l'un de mes monologues, mais là, franchement, je ne comprends pas à quoi cela fait référence. Peut-être que c'est à propos des espaces de production, le fait que nous y retournons. Là-bas, il n'y a pas de fonctionnaires qui contrôlent tout ça. Il y a des fonctionnaires qui, au contraire, aident pour que tout soit fait plus rapidement. Ils sont tous eux-mêmes intéressés. Leur travail, c'est justement de contrôler. Bon, 2 questions. À quelle étape en sommes-nous? Où en est la gondole? A-t-on commencé à assembler la gondole ou est-ce qu'on en est encore au calcul des pièces? On a commencé à assembler la gondole, on a commencé à fabriquer la partie caisson. C'est la partie inférieure. Elle fait à la fois office de plancher et de réservoir pour le ballast. C'est aussi un élément porteur. Cette partie a été commencée. Le contour supérieur de la gondole a été entamé. Les pièces partent à la découpe, au pliage, à la découpe, au pliage. Et pour l'instant, tout cela s'accumule, s'accumule, s'accumule.
certains éléments sont riftés. On se rend compte qu'il faut modifier les angles sur les gabarits, refaire les gabarits. Mais le processus est lancé. Pour l'instant, c'est un peu lent, à cause des ajustements de la multitude de surfaces complexes. Le métal se plie, et il y a déjà des trous découpés au laser pour les rivets. Après le pliage, ces trous peuvent ne pas coïncider, donc on retravaille les gabarits, on ajuste un peu les angles pour que tout puisse être plié et rifté correctement. Par exemple, certains angles droits à 90 degrés sont déjà maîtrisés. Ces éléments sont corrects, mais il y a d'autres angles de forme irrégulière en général. Donc, pour l'instant, le processus avance ainsi. Tout a été fait selon le plan du concepteur. Les technologues font tout, en général. A-t-on réussi à assembler l'aéronef pour les essais en vol? Non, l'aéronef n'est pas encore arrivé aux essais en vol, et cela pour de très nombreuses raisons. Il a une enveloppe, il a un empennage, il a des dispositifs de direction sur les empennages qui actionnent les gouvernes, il y a des batteries, un ordinateur de bord, des moteurs de propulsion, des servomoteurs, tout le système d'alimentation électrique, le système VGS, tous les renforts à l'avant et à l'arrière sont présents. Vous demandez ce qui manque. En réalité, c'est le temps pour l'assembler. À cause des déménagements et de Dubaï, c'est vraiment compliqué. Comme je l'ai déjà dit, il nous manque une équipe qui devrait être présente sur l'aérodrome. Ce sont des ingénieurs de vol capables de s'occuper de la préparation, de l'assemblage, de la maintenance, des vols et du retour. Cette équipe est composée de personnes impliquées dans le développement et la production. Nous sommes en train de constituer cette équipe et moi aussi à leur tête, je pars avec eux. Nous faisons des assemblages, des réglages, mais on ne peut pas faire constamment des allers-retours comme ça. D'habitude, nous y allions 2 fois par semaine, mais en ce moment, à cause du déménagement, tout s'est complètement arrêté avec ces déplacements. Et puis Denis Philippov vient tout juste de terminer les petits contrôleurs de vol. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je peux le rappeler. Il y a un grand ordinateur central, puis vient le contrôleur de vol. À partir du contrôleur de vol, un large réseau optique est utilisé pour la transmission des informations. À l'extrémité de chaque branche optique se trouve un récepteur qui fait aussi office de contrôleur. Il reçoit le signal optique et le convertit en signal électrique. Ensuite, il détermine à qui est adressé ce signal, car de nombreux dispositifs y sont connectés. Par exemple, il peut être relié à divers capteurs, température, pression et d'autres encore. Un contrôleur de moteur, par exemple même celui du moteur principal, ou un contrôleur de ventilateur, des capteurs de pression, peuvent également y être connectés. En somme, il y a tout un tas d'appareils. Il identifie à qui le signal est destiné et le retransmet à l'actionneur concerné. Et c'est précisément ces dispositifs que nous avons créés à la main pour Nova 01, nous les avons fabriqués nous-mêmes, tandis que pour l'aéronef, nous sommes nous-mêmes piégés. Nous avons commencé à fabriquer directement l'appareil final qui sera également utilisé sur Nova 2 et à cause de cela pour Nova 01. J'aurais dû le montrer. La prochaine fois, je montrerai à quoi il ressemble vraiment. Pour Nova 01, c'est une carte multicouche composée de différentes cartes achetées dans le commerce où nous avons dessoudé certaines choses, soudé d'autres, relié, combiné et obtenu une sorte de millefeuille, comme sorti d'un univers post-apocalyptique. Et tout fonctionnait. Mais ici, nous avons directement conçu notre propre architecture sur la carte, tout a été tracé par nos soins. À cause de cela, il y a eu plusieurs itérations dans la création de ces cartes, et nos ingénieurs ont fait quelques erreurs. Et il y a plein de petits détails, comme dans une puce électronique, je ne sais pas. Ouvrez-en n'importe laquelle. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est compliqué. Bref, c'est compliqué. J'ai fait une erreur avec ce petit cube, et il a fallu tout recommencer. Enfin, il y a eu plusieurs itérations de notre côté et du côté de la production. Là-bas aussi, il n'était pas toujours possible de fabriquer la carte électronique, d'autant plus qu'elles sont double face, complexes. Bref, les cartes sont enfin prêtes, nous avons tout soudé dessus, et aujourd'hui, nos gars sont partis à Voskresensk pour essayer de les installer, de les mettre en marche, de voir ce que ça donne. C'est la première tâche pour l'instant.
Voilà comment nous stockons la Nova 01. La Nova 01 est dans un hangar. Elle est reliée à une alimentation. L'alimentation est branchée à une prise intelligente et la prise intelligente est branchée à la prise murale. Évidemment, par exemple, le matin, nous l'allumons depuis notre téléphone, l'alimentation s'active, l'ordinateur de bord s'allume. Il vérifie, à l'aide des capteurs, ce qui se passe avec lui, maintient la pression dans le ballonnet avec de l'air, garde sa forme. En somme, il reste là, bourdonne de temps en temps, et il est toujours connecté. Les programmeurs y accèdent et ne cessent de l'améliorer, de l'améliorer, de l'améliorer. Ils testent, lancent différentes fonctions. Parfois, ils allument les caméras vidéo, vérifient le trafic, modifient certaines choses. Bref, c'est pour l'instant un processus sans fin. Et l'aérolait se tient à côté de lui. L'air s'est naturellement échappé de son ballonnet par les valves, la pression est tombée, les ailes pendent, il a l'air triste, il essaie de s'envoler et un filet est tendu sur lui. En gros, la première tâche consiste à l'aide de ces cartes à lui donner tout d'abord la même capacité, rester constamment sous pression et être en permanence connecté. Je pense que, même sans moi, nous finirons cela cette semaine. Et la semaine prochaine, les gars commenceront à le remettre en marche, à démarrer les moteurs, à lancer tout le reste. Il est peu probable qu'ils volent avant notre arrivée, mais ils promettent de préparer ce cadeau pour notre venue. Avec l'aérolait, c'était assez amusant. En général, Dimitri Sergueïevitch Kmel, lors des conseils scientifiques et techniques, puisqu'il est le concepteur en chef de ce type d'appareil, se disputait sans cesse, argumentait, défendait ses idées. C'est une sorte de débat scientifique, mais qui diffère d'une dispute ordinaire. Il affirmait que l'aérolait était un modèle viable, que dans l'ensemble, les dirigeables hybrides étaient nécessaires et importants. Et à un certain moment, lorsque la majeure partie de l'équipe était déjà convaincue qu'il fallait aller de l'avant, le conseil scientifique et technique n'avait pas encore été franchi pour plusieurs raisons, notamment à cause du règlement selon lequel un appareil comme le Nova 2, par exemple, devait être validé avant que nous ne le lancions. Zubkevich préparait tout cela. Pour Dimitri Sergueïevitch, en raison de la forme non standard, du caractère expérimental et d'autres particularités, il n'a pas pu franchir une partie de ces étapes et à un moment donné, une décision a été prise, presque spéculative de ma part. Il fallait le réaliser dans les plus brefs délais. Eh bien, cela s'est passé quelque part au milieu de l'été, et nous avions prévu de le lancer d'ici septembre, en 2 mois. C'est de là que viennent ces délais. Bien sûr, en 2 mois, il est impossible de le concevoir, de le fabriquer, de l'assembler et de le lancer entièrement à partir de zéro. Donc, voilà, pour la mi-été, si nous arrivons à le faire voler cette année, ce sera un rythme de développement moyen, je dirais. Bien sûr, nous aurions pu faire cela un peu plus rapidement, mais en tenant compte du fait qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Non seulement les contrôleurs, mais aussi le cadre lui-même, l'empennage, la façon dont ils sont fixés. Sur la Nova 01, tout est simple, classique. Il y a une enveloppe, on y fixe l'empennage, il est tendu par 4 câbles. Grâce à cette tension, tout tient solidement. Ici, l'enveloppe est rigide, là c'est tendu, et voilà, tout tient fermement. Mais il y a ces câbles. Les câbles créent une résistance aérodynamique assez importante. Dimitri Sergueïevitch Kmel refusait tout cela, naturellement. Son appareil est dynamique et en plus rapide. Chez lui, ses empennages sont maintenus par un cadre spatial. Il a fallu adapter ce cadre spatial à l'enveloppe. C'était bien sûr intéressant. Beaucoup de nerfs, de stress et de talent ont été à la fois dépensés, acquis et utilisés pour réussir à assembler tout cela. En somme, il est assemblé mécaniquement et prêt. Les composants sont assemblés et prêts. Il ne reste plus qu'à l'animer et le lancer. Il manquait juste ces derniers neurones. Les neurones sont assemblés. D'ailleurs, Uliana, tu peux les apporter? Ils sont chez Dima Orlov, ce sont de petites puces carrées. Je vais au moins montrer à quoi ça ressemble. Nous espérons qu'il volera bientôt. En réalité, il va bel et bien voler. Il y a aussi un microlight. Certains l'ont vu sur des photos, sur des vidéos. Nous avons même enregistré une vidéo, mais elle n'est pas sortie pour diverses raisons également. Ce microlight est développé par Sergei Svinin, un concepteur expérimenté, camarade de promotion de Dimitri Sergueïevitch Kmel et collaborateur de l'Institut d'aviation de Moscou.
Nous avons fait la connaissance de Sergueï avant même le lancement du projet de dirigeable, justement dans le cadre de la préparation de ce projet. Et nous avons vu son microlight, en fait, lors de la formation de l'équipe et du choix de la direction à prendre. Nous avons discuté avec tous les spécialistes des dirigeables et ce microlight est aussi un appareil de type dirigeable. Mais, alors qu'il existe des modèles classiques et des modèles hybrides, il existe aussi un degré de grande hybridité, c'est-à-dire qu'à un certain point, il n'est même plus clair, du moins pour moi, pourquoi il faudrait y mettre de l'hélium alors que c'est une aile volante. Mettez-y de l'air et volez, pourquoi vouloir le décharger aérostatiquement? Bien qu'il y ait bien sûr une logique à le décharger un peu aérostatiquement, mais parfois il le faut, parfois non, parfois c'est nécessaire, parfois ça ne l'est pas. En somme, ce sont des appareils totalement expérimentaux. Et en plus, ils sont très petits. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire voler n'importe quoi de petit, quelle que soit sa forme ou sa taille. La question, c'est l'évolutivité. C'est pourquoi on est sûr que l'aérostat volera, il volera. Est-ce qu'il se comportera bien? Cela dépend de notre talent à le piloter. Très probablement oui. Se comporter correctement? Serons-nous capables de comprendre grâce à lui comment il va se comporter et s'il faut ou non un grand appareil? Pour cela, il faudra mener un important travail de recherche scientifique, recueillir beaucoup de données, puis les analyser. Bref, étudier et calculer l'évolutivité, ça aussi, bien sûr, nous saurons le faire. Donc, on s'y met simplement, ça arrivera bientôt. Uliana a apporté la manette, Dima est accouru pour vérifier où elle l'avait prise. Donne-la ici. C'est une petite puce. Ici, il y a 2 ports optiques, entrée et sortie. C'est là que tous les dispositifs d'exécution sont connectés. Ici, au-dessus, il y a aussi des broches supplémentaires. Ici, on insère encore des cartes de second niveau. Elles sont toutes déjà prêtes aussi. Et ce truc est fabriqué selon toutes les normes. On n'a pas pu voler, on les a attendus très longtemps. Dima Orlov, notre développeur du système de contrôle, n'a, d'après ce que j'ai compris, aucun rapport avec la notion du temps. Quand Dima dit « demain », cela veut en fait dire « jamais ». Quand il dit « aujourd'hui », cela signifie probablement « dans le courant du mois à venir ». Voilà, c'est toujours « demain, 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 demain ». Bien sûr, c'est pour cela que ces petits appareils sont créés. Avec de petits appareils, on peut parcourir tout le cycle de développement, mais dans des délais serrés, et ainsi s'adapter, comprendre les particularités de chacun. Lors de la planification de grands projets, il faut tenir compte de tout cela. Alors, il y a une question. Pensez-vous qu'un financement sera nécessaire à chaque étape, ou bien existe-t-il une possibilité que les revenus apparaissent plus tôt et que le besoin de financement disparaisse? Les amis, il y a une chance que nous signions à Dubaï un contrat pour une livraison différée, c'est-à-dire que nous réalisions une prévente d'un dirigeable important et sérieux, et dans le cadre du financement, la personne l'achète. Avec l'acompte, nous pouvons commencer un certain développement, puis l'étape suivante aura lieu. Il est tout à fait possible que cela couvre en fait toutes nos dépenses courantes, nos bureaux, etc. Est-ce une option? Oui, c'est une option. Quelle est la probabilité? Elle est élevée. Nous ne créons pas une soucoupe volante, nous développons une technologie qui existait déjà. Tous les principes physiques sont clairs. Il n'y a aucun obstacle technologique à sa création. C'est vraiment un créneau vide dans la technologie aérostatique du XXIe siècle. Nous avons une équipe solide, nous sommes capables de le démontrer et de le prouver. Autrement dit, il n'y a absolument aucun obstacle à obtenir la première commande, littéralement dès la semaine prochaine. Bien sûr, il y a des nuances, des imprévus et d'autres histoires. Mais si cela se produit, ce qui arrivera ensuite avec le crowdfunding, cela reste à deviner pour l'instant. Que va-t-il se passer exactement? Si le client vient d'un autre pays, quel mécanisme juridique allons-nous choisir pour collaborer avec lui? Par exemple, si vous lisez les actualités, il est actuellement interdit de transférer de l'argent directement de Dubaï vers ici. C'est interdit, apparemment pour une raison quelconque. Mais tout change, donc nous verrons bien. En réalité, voici ce que je pense personnellement. Il faudra un financement à chaque étape. Nous, c'est pour 5 ans, 3 à 5 ans, comme nous l'avons dit. Une année s'est écoulée, et en un an, j'ai compris que l'intérêt est grand.
surtout de la part des gros clients. De gros clients. Mais il ne s'agit pas d'un achat ordinaire auquel nous sommes habitués. Aller dans un magasin, simplement donner de l'argent et repartir avec le produit. Ici, il s'agit plutôt de la création d'un groupe de travail qui, pendant une période assez longue, 6 mois, 1 an, peut même développer un projet commun, façonner non seulement l'appareil lui-même, mais aussi l'architecture dans laquelle cet appareil s'intègre, qu'il s'agisse d'un système de surveillance, de transport logistique ou de tout autre domaine. En somme, nous avons déjà lancé ces processus et ils sont en cours. Donc, dans un avenir proche, des fonds extérieurs apparaîtront sous forme de clients, de précommande ou de paiement direct. Ils apparaîtront bien sûr très bientôt. Seront-ils étalés dans le temps? Très probablement, ce sera également le cas. Tout cela se fait par étapes. Personne ne fait comme ça. Prendre, acheter, sauf les esclaves. Sinon, nous l'espérons. Allons-nous réussir à temps? Plus précisément, faudra-t-il vraiment étaler le financement participatif sur les 5 années complètes? J'espère que non, et je suis sûr que le financement deviendra plus sérieux. Nous allons même, avec vous, faire décoller la nouvelle 2. Ce sera un précédent d'un tout autre ordre, bien supérieur à ce que nous avons actuellement en vol, la nouvelle 0.1. Mais même celle-ci vole, et déjà des entreprises sérieuses viennent nous voir et disent « C'est génial, super, travaillons ensemble, nous avons là des milliards qui dorment, votre technologie est vraiment nécessaire. » L'année prochaine sera très probablement une année de projet, c'est-à-dire que nous allons travailler ces projets avec les clients. Il est tout à fait possible qu'un certain financement ciblé, comme nous l'appelions, pour des développements ou des produits spécifiques commence déjà. Mais pour ce qui est d'atteindre une rentabilité totale, nous n'y comptons pas du tout l'année prochaine, à moins qu'un miracle ne se produise. Cela serait plutôt pour 2026, mais pour 2027 ou 2028, les chances sont très élevées. Bien sûr, que tout fonctionnera déjà en totale autonomie. Et quant à la question de savoir si un financement sera nécessaire pour ce mécanisme précis qui fonctionne actuellement, nous verrons. La Yakoutie commande des dirigeables parce que l'État n'a pas pu construire d'avions Il-114, Ladoga, MS-20 et 1, etc. depuis 20 ans. Mais pas seulement. Les avions, bien sûr, c'est très bien, mais la technologie des dirigeables, c'est un type de technologie un peu différent. C'est comme les voitures particulières, il y a des 4x4, il y a des camions extrêmement lourds comme les Bellaz. Et puis, il y a aussi des tracteurs, des excavatrices, toutes sortes de machines de chantier à roues, elles sont toutes différentes. Et donc, le dirigeable est aussi considéré comme une technologie aéronautique, même si pour ma part, je l'appellerais plutôt une technologie aérostatique, parce que c'est quand même un peu différent. Surtout le dirigeable équilibré. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un hélicoptère, c'est tout de même une technologie aérostatique, et elle a d'autres caractéristiques. Et donc, ces nouvelles caractéristiques ouvrent de nouvelles possibilités et de nouveaux créneaux. Les avions sont aussi nécessaires. Et tous, l'Il-114, les Ladoga, les Baïkal et le MES-21, ce sont des appareils différents. C'est-à-dire que la technologie des dirigeables répond précisément aux besoins de cette région isolée. C'est pourquoi la Yakoutie compte sur eux. Ils n'excluent pas les avions, ils ont quand même besoin d'avions, ils utilisent des avions, mais les dirigeables sont aussi nécessaires. Faut-il envisager à l'avenir la possibilité d'un assemblage automatisé des dirigeables par des robots, ou bien tous les dirigeables seront-ils assemblés à la main? C'est en réalité la question la plus importante. Il est possible de fabriquer un prototype de différentes manières, parfois avec du travail manuel, parfois de façon mécanisée, parfois robotisée. Parfois cela se fait en sous-traitance, parfois avec ses propres moyens, parfois en mettant en commun les efforts et les matériaux. Les prototypes voient le jour, mais la tâche de notre projet à nous, c'est justement d'organiser leur production en série. Et il y a des clients intéressants, ceux qui commandent pour plusieurs, voire au moins une dizaine d'appareils. Pour une centaine, c'est carrément le luxe. Et c'est justement avec eux que des entreprises seront créées dans le cadre d'un financement ciblé. Ce n'est pas comme ça que ça se fait, vous savez, du genre vous prévoyez de le faire avec des humains ou des robots. Il existe, en quelque sorte, des règles d'organisation de la production, il y a une tâche à accomplir. Une tâche a des délais et un coût. Et tu comprends que dans ces délais et à ce prix,
Pas de problème. Travail manuel, machines-outils universels, il n'y a rien à inventer. Si ce sont des produits en série, alors de quel type? En général, bien sûr, pour la production de masse et la grande série, une usine mécanisée, automatisée, robotisée, c'est un must pour toute entreprise. Si c'est un produit individuel, il est évidemment impossible de se passer des personnes. Donc tout dépend de la tâche. Nous vivons au XXIe siècle et il faut tout automatiser, mécaniser, robotiser, mais il y a des limites raisonnables à tout et dans certains cas, le travail manuel reste irremplaçable. Donc, naturellement, tout sera combiné. Quand allez-vous terminer l'assemblage du modèle spatial de la structure Nova 35? Tout est prêt pour celui-ci. Les rayons, en fait, sont composés de plusieurs parties. Ceux-ci ont été assemblés, ils sont tous prêts. Les anneaux sur lesquels ces rayons sont installés sont faits de petits éléments. Les petits éléments sont également assemblés. Et nous l'aurions probablement déjà monté si nous n'avions pas quitté ce bureau. Nous avions déjà fait des essais dans le couloir. Elle fait un peu plus de 6 mètres de long et elle tenait chez nous. Mais nous avons déménagé. Ici, au début, il y avait des pyramides de carton, d'affaires, de meubles, de matériel informatique. Il y avait vraiment de tout. L'espace sous le plafond était complètement occupé. Nous venons tout juste de le dégager et les gars ont commencé l'assemblage hier. Aujourd'hui, on nous dit « Allez, poussez tout ça, maintenant il faut qu'on monte des meubles ici. » Quoi? Je vais faire en sorte que ce soit prêt avant le nouvel an? J'ai moi-même hâte de voir. Je peux appeler Vadim Vassilievitch s'il n'est pas encore parti. Viens jeter un œil. Alors, pour la fabrication des coques, tout l'équipement a-t-il été acheté ou en attend-on encore? Tout l'équipement sérieux, c'est-à-dire les machines, a été acheté. Les tables de découpe, les machines à souder, les machines à coudre, mais il reste encore plein de petites choses diverses. Ce n'est pas grand-chose. Pour environ 500 000 roubles au total, peut-être un peu plus, 600. Des ciseaux, des aiguilles et autres. Toutes sortes de choses. Il vaut mieux demander à Vladimir ce qu'il manque. Des sèche-cheveux spéciaux aussi pour chauffer tous les matériaux, et ainsi de suite. Tout cela en est encore au stade où nous savons où acheter, mais il n'y a pas vraiment de raison d'acheter tout de suite. Mais tout l'équipement principal et sérieux est déjà en stock. En réalité, nous attendons l'espace. Enfin, en fait, nous n'attendons pas vraiment parce que l'enveloppe du dirigeable Nova 2 est prête, conçue, toutes les découpes sont faites, même les plus petits éléments aussi. Donc, actuellement, nous avons la production des coques, représentée par Vladimir Alexeyevitch et ses collègues. Ils sont déjà en train de mettre en place les processus technologiques, de préparer les découpes sur les bandes, etc. Vadim Vassilievitch est arrivé. Volodia, est-ce qu'on peut aussi faire apparaître Vadim Vassilievitch à l'image? Allez, 2. Voilà, ils sont déjà en train de mettre en place les processus technologiques. Il y a des machines à souder qui soudent par courant de haute fréquence. Il y a aussi des électrodes. Alors, Vadim Vassilievitch. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette vidéo. Les amis, cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu Vadim Vassilievitch Zubkevich. Je rappelle, le concepteur en chef de toute la gamme des appareils classiques, Nova 2, Nova 8, Nova 01, ce sont ses créations. Vadim Vassilievitch, on vous pose des questions au sujet du modèle spatial Nova 35. Eh bien, ce n'est pas un modèle spatial, c'est une maquette à l'échelle. Nous travaillons simplement sur le schéma structurel de ce dirigeable. Nous tenons vraiment à le rendre très léger et solide. Autrement dit, nous avons fait les premières esquisses du cadre, à quoi il devrait ressembler. Nous avons effectué ces calculs, mais nous avons décidé qu'il serait beaucoup plus parlant pour nous si nous construisions sa maquette à l'échelle 1:20. Si le dirigeable original a des dimensions de 128 mètres de long et un diamètre maximal, diamètre du mètre couple, de 24 mètres, avec un volume d'environ 35 000 mètres cubes, alors à l'échelle 1:20, cela donne une maquette de 6 mètres de long avec un diamètre de mètre couple d'1,20 m et le volume de toute cette coque est d'environ 4 mètres cubes et demi. Nous venons de terminer la fabrication de tous ces longerons, disons, des longerons et des cadres, et probablement, dans un avenir proche, nous commencerons l'assemblage en volume de cette maquette. Il ressemble à cela. Cela nous éclaire sur beaucoup de choses.
En fabriquant cette maquette, nous testons en même temps les technologies d'assemblage, même s'il y a une très grande différence de taille, mais on peut quand même comprendre beaucoup de choses. Ce qui sera pratique, ce qui ne le sera pas, comment procéder. Et en parallèle, nous réfléchissons à la manière d'assembler un dirigeable aussi grand. Autrement dit, nous réfléchissons à la technologie d'assemblage. Parce que je vous rappelle que nous voulons créer un dirigeable qui sera commercialement viable et par conséquent, il doit être suffisamment simple et relativement peu coûteux à produire afin de pouvoir concurrencer d'autres aéronefs. Les longerons, vous avez entendu ce mot, peut-être que certains n'ont pas compris, ce sont bien ceux-là? Oui, ce sont des éléments longitudinaux. Il n'y aura pas de couple au sens classique, nous aurons, disons, des poutres transversales. Prenons-le et rapprochons-le un peu pour mieux comprendre. Nous aurons 12 de ces poutres longitudinales, des éléments courbes, cintrés. Ils seront faits de petits tubes en plastique, oui, mais chaque longeron a une section triangulaire. Le contour extérieur est formé par 2 tubes et en dessous, il y en a un seul qui apporte la rigidité. Si selon nos calculs, les tubes d'origine sont des tubes en fibre de carbone de 40 mm, dans la maquette, ils sont tout fins, de 2 mm. Néanmoins, tout cela paraît déjà assez solide, même maintenant. À quoi cela ressemble-t-il ? On a posé des questions sur l'automatisation et la robotisation de la production, et voilà qu'on vient d'évoquer le processus technologique. Eh bien, nous voulons faire en sorte d'utiliser un maximum d'éléments standards, des tubes en fibre de carbone. Ils sont produits en série par de nombreux fabricants et coûtent relativement peu cher. Tous les éléments de connexion qui seront fabriqués seront des moules standards. Ce sera aussi de la fibre de carbone, puis viendra l'assemblage. Oui, l'assemblage est laborieux. Voilà, la partie la plus difficile dans cette maquette, c'est l'assemblage. Il y a aussi ici des détails très fins. Il fallait des doigts très délicats pour tout assembler, car ce sont de petites pièces, mais malgré tout, l'assemblage restera la tâche la plus laborieuse. Nous réfléchissons actuellement à comment simplifier un peu l'assemblage. Nous avons réalisé une maquette. Nous comprenons déjà, disons, où part la majeure partie du temps et en conséquence, nous allons modifier un peu la conception par rapport à la maquette. Nous allons apporter des modifications pour simplifier précisément l'assemblage, les opérations d'assemblage. Je ne vais pas encore révéler tous les secrets. Vous dites, la maquette est prête. On demande quand nous pourrons la voir. Dubaï va un peu nous retarder parce que je ne voulais pas qu'on l'assemble sans moi. Nous partons 10 jours à Dubaï, vous le savez déjà. Fiodor vous en a probablement parlé. Donc les gars qui restent continueront, disons, à travailler dessus, mais j'aimerais tout de même présenter cette maquette quand nous serons de retour de Dubaï. Donc nous reviendrons, il faudra encore quelques jours pour le finaliser, et début décembre, je pense qu'on pourra montrer à quoi tout cela ressemblera. Mi-décembre ? Oui, c'est ça, mi-décembre. Pour ne tromper personne, disons mi-décembre. Quand rentrons-nous de l'exposition ? Nous partons le 25. Non, le 25, et nous arrivons dans la nuit du 26. Le 27, retour au travail. Donc 3 jours avant le début décembre, je pense que nous n'aurons évidemment pas le temps. Bien sûr, voilà. Et moi, je suis là. Je souris, je dis, je n'aimerais pas qu'il fasse ça sans moi. Je parlais de l'aéroplane, je n'aimerais pas qu'il vole sans moi. Non, mais oui, parce que lorsqu'il ne s'agit que du développement, il y a une chose très importante, la supervision de l'auteur, c'est-à-dire que tous nos gars sont excellents, tous les exécutants sont remarquables, mais il faut quand même que quelqu'un garde l'idée générale en tête, la transmette à tout le monde et contrôle que, comme on dit, tout le monde travaille dans la bonne direction pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et quand on crée quelque chose de nouveau, les problèmes de mauvaise communication surgissent partout. C'est-à-dire que 2 personnes se tiennent là, parlent de la même chose, et puis le lendemain, tu te rends compte avec étonnement qu'ils ont compris chacun à leur manière. Et il faut tout recommencer, tout réexpliquer, tout redire, répondre aux questions, discuter, parfois accepter quand on t'explique les choses de façon argumentée. Nous ne sommes pas des dieux non plus, nous ne pouvons pas tout prévoir. Quand un spécialiste dit que ce sera quand même mieux ainsi, bien sûr, nous pouvons être d'accord. Donc tout cela se passe dans des discussions.
L'atmosphère chez nous est très créative, l'équipe est formidable. Amis, si vous avez des questions pour Vadim Vassilievitch, n'hésitez pas à les poser. En réalité, nous ressentons un léger remords de ne pas vous montrer les concepteurs plus souvent. Vadim Vassilievitch, pourquoi ne viens-tu pas au webinaire? Proposez, je viendrai. Mais vous ne m'avez pas sollicité parce qu'il y avait vraiment beaucoup de travail. Et à propos de tout ce travail, où en est-on avec Nova 2? Pour Nova 2, eh bien, nous venons justement de nous interrompre. Nous étions en train de discuter du cadre de la nacelle de Nova 2, la version sans pilote. Disons qu'elle est déjà à un stade avancé de préparation. Les pièces existent sous forme de croquis. Nous ne finalisons pas encore la documentation définitive, mais la documentation préliminaire suffit pour la production. Les pièces sont transmises à la fabrication et on peut déjà commencer à assembler cette nacelle petit à petit. C'est-à-dire qu'avec la nacelle, tout est à peu près... pas tout est clair, mais disons-le ainsi. À quel pourcentage d'achèvement en est-on? Eh bien, pour ce qui est de la structure, je pense que spécifiquement pour l'ossature porteuse, nous en sommes à environ 80%, sans compter les systèmes, le passage de toutes sortes de lignes électriques, tout le reste, les conduites de carburant et l'installation des équipements, la structure porteuse elle-même est, à mon avis, prête à 80%. Nous attendons encore le calcul du spécialiste en résistance des matériaux, qui nous donnera les charges définitives sur les points de jonction de la nacelle avec le cadre de l'enveloppe. Elles sont également toutes conçues à l'état brut, mais pour déterminer les épaisseurs définitives et choisir le matériau dans lequel cela sera réalisé, il nous faut disposer de toutes les charges finales. Autrement dit, nous avons effectué plusieurs itérations de calcul des charges, nous avons affiné le modèle, nous avons examiné, nous avons apporté des modifications à la structure afin d'obtenir une transmission de charge plus ou moins uniforme de la part de la nacelle vers le cadre qui est relié à l'enveloppe. C'est-à-dire que lorsque nous transmettons les charges de la nacelle à l'enveloppe, dans tous nos cas de charges calculées, nous fabriquons également le cadre lui-même. Nous finalisons la conception de ces nœuds et les fabriquons. Concernant le système de carburant, nous venons d'en discuter. Comment nous allons procéder? En ce qui concerne l'installation du moteur, la publication de tous les plans relatifs au groupe motopropulseur avec transmission mécanique touche à sa fin avec la transmission du couple du moteur via des arbres de transmission pivotants vers 2 hélices dans un anneau. Nous prévoyons. Alors, des questions arrivent. Oui, je vais regarder tout en continuant à parler. Ce n'est pas une question, ce n'est pas pour moi. Très bien. Et nous avons 2 versions de la conception de l'hélice en anneau. Nous sommes également en train de construire un petit banc d'essai. Nous voulons effectuer des essais comparatifs. Beaucoup sont au courant. Oui, au courant. Oui, bien sûr, nous avons tout publié, c'est clair. Nous avons déjà testé un des anneaux. Mais nous n'avons pas encore testé sous pleine charge. Maintenant, une fois que nous aurons terminé le banc d'essai, nous pourrons alors effectuer des essais comparatifs des 2 anneaux, et c'est là que nous comprendrons qui a gagné cette course. Et vous, sur qui pariez-vous? Pour l'instant, sans citer de nom, je mise sur Alexei. Après tout, les essais préliminaires ont montré que c'était mieux. En somme, la jeunesse. Parce que la jeunesse utilise des méthodes de conception modernes, alors que malheureusement, l'expérience, mais quand on voit toute la dynamique du flux de façon visuelle et qu'on peut immédiatement apporter des corrections, eh bien, comme on dit, l'expérience, malheureusement, ne fait pas le poids face à cela. Place aux jeunes, que puis-je dire? Place aux jeunes. Bon, d'accord, où est-ce que ça nous mène? L'expérience est aussi nécessaire, donc, une symbiose, nous allons construire une symbiose pour que les 2 soient présents. C'est ce que nous faisons, en fait. Bon, qu'en pensez-vous? La structure de l'empennage est elle aussi pratiquement terminée. Il ne reste que les dernières finitions et nous avons obtenu une structure assez légère et, je l'espère, technologiquement avancée avec un renforcement du nez. Il reste encore des questions concernant le nœud d'amarrage inférieur. Il n'est pas encore développé non plus. Pour expliquer, selon les normes pour les dirigeables, tant internationales que nationales, qui malheureusement ne sont pas en vigueur actuellement car elles étaient auparavant adoptées par le MAC, mais le MAC n'existe plus et Rosaviatsia ne les a pas adoptées. Mais nous travaillons aussi sur ce point. Tous les nœuds d'amarrage doivent être conçus pour une vitesse d'amarrage de 1,5 m par seconde. Et 1,5 m par seconde
même pour le dirigeable Nova 2, qui, en tenant compte de la masse d'air et de gaz à l'intérieur de l'enveloppe, ainsi que de la masse ajoutée de la structure, cela signifie qu'il faut dissiper l'inertie d'environ 2,5 tonnes. Et là, sur la course de l'amortisseur, on obtient environ 200 mm. L'effort maximal est de 2,6 tonnes. Autrement dit, le nœud est assez sollicité, mais on aimerait qu'il soit léger et qu'il n'altère pas trop l'aérodynamisme de l'appareil, qu'il ne dépasse pas trop du contour de la nacelle. Une solution approximative a été trouvée pour la façon dont tout cela sera réalisé, mais il reste, comme on dit, à faire la mise en plan, c'est-à-dire à finaliser cette construction pour que l'on puisse prendre ces pièces et les fabriquer. Voilà. Y a-t-il encore une question? Désolé Fiodor, je t'ai interrompu. J'avais ça en tête. Je voulais justement vous demander de raconter aux spectateurs, en général, comment ça va, quel est l'état d'esprit, comment vous vous sentez avant Dubaï. En général, avant Dubaï, l'ambiance est combative. Nous allons essayer de trouver des partenaires et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas que des avionneurs et des exploitants là-bas. Nous allons tenter d'engager la conversation. Je ne sais pas comment ils réagiront à ce nouveau type de technologie. Nous allons parler des avantages du dirigeable, expliquer pourquoi ils sont si importants, pourquoi ils sont nécessaires, quels créneaux ils peuvent occuper et quels bénéfices ils peuvent apporter aux entreprises qui les exploiteront. Nous espérons établir de nouveaux contacts intéressants, parvenir à une compréhension mutuelle. Nous allons au salon aéronautique avec l'espoir d'y trouver des partenaires pour le développement futur de cette technologie, de cette technique. J'aimerais aussi dire que nous vivons actuellement un moment unique où le développement des technologies modernes et de la commande automatique, des méthodes de calcul et de la science des matériaux atteint un point tel qu'il existe une excellente opportunité de renaissance de tout cela. Car en quelque sorte, nous voyons aujourd'hui que de nombreux facteurs qui se manifestaient dans la technique en général convergent. En utilisant tous ces facteurs, il est possible de créer un appareil qui, extérieurement, ressemblera exactement au précédent, mais qui, par sa sophistication et ses fonctions, sera une technologie fondamentalement nouvelle. Ils seront plus légers, plus fiables, plus rapides et plus économiques. C'est ce dont je parle toujours. Alors, tout arrive à temps, c'est ça? Non, c'est juste qu'en ce moment, beaucoup de choses sont arrivées, que ce soit au niveau des matériaux, de tout le reste, de la compréhension de ce à quoi cela doit ressembler et de bien d'autres aspects, y compris la modélisation mathématique, à un point où il est possible de créer ces appareils à un niveau fondamentalement nouveau. Ce ne sont pas les dirigeables Zeppelin d'autrefois qui volaient et qui, disons-le, n'étaient pas vraiment sûrs à bien des égards. Désormais, ce seront des appareils d'une toute autre catégorie, oui, mais ils étaient tout de même remarquables. Ils étaient remarquables. C'est vraiment un miracle. Imagine des gens qui n'avaient à leur disposition que des arithmomètres et des règles à calcul parvenaient à créer de telles constructions. Il ne reste qu'à leur tirer notre chapeau et à les saluer. Les ingénieurs étaient vraiment d'un niveau exceptionnel. Avec la méthode temporelle, tout cela devient beaucoup plus simple. Mais il faut encore prouver que nous savons utiliser tout cela, que nous pouvons créer des constructions non seulement aussi bonnes, mais même meilleures que ce qui a été fait auparavant. Je ne vois absolument aucun obstacle. Moi non plus, je n'en vois pas, mais il faut le démontrer pour que tout le monde en soit convaincu, que ce soit vraiment le cas. Les amis, en réalité, on traverse tellement de stades émotionnels différents au cours de ce projet. De l'enthousiasme romantique devant la technologie des dirigeables et ses possibilités, le fait que tu puisses rester en l'air pendant des jours dans un état d'équilibre, avec de grandes surfaces, avec des gens, tu voles quelque part, le tourisme, c'est beau, il y a une telle part de romantisme, jusqu'à la plongée dans l'opérationnel. Pourquoi tout avance si lentement? Pourquoi il faut retravailler 5 fois le même module? Pourquoi certaines fournitures n'arrivent pas? Mince, c'est carrément impossible de le construire. Et puis, jusqu'à une sorte de frémissement silencieux, presque muet, devant la prise de conscience que, comme vient de le dire Vadim Vassilievitch, tout s'est vraiment aligné pour qu'aujourd'hui, il y ait enfin toutes les possibilités de construire réellement de grands appareils sérieux, d'une qualité nouvelle. Et nous faisons tout cela ensemble, et simplement en silence. On avance et on continue à faire. Tout cela pour que ça fonctionne et que ça tourne. Alors merci à vous aussi, infiniment. Sans vous, rien ne se serait passé et rien ne se passerait.
Donc c'est ensemble que nous créons l'avenir de l'aérostation, et c'est quelque chose de très précieux. Regarde, il y a des questions. Quoi? Je ne vois pas. Combien de temps au maximum un appareil peut-il rester en vol stationnaire au même endroit en fournissant une connexion cellulaire? Cela dépend des conditions de vent précisément à cet endroit. De plus, cela varie selon la saison. En général, les vents sont plus faibles en été qu'en hiver. Mais, pour être honnête, rester immobile n'est pas vraiment la mission d'un dirigeable. C'est plutôt le rôle d'un ballon captif, qui est maintenu en place par un câble. Il faut dépenser de l'énergie. Mais patrouiller par exemple au-dessus d'un territoire, pendant une journée ou deux? Une journée, voire deux, c'est possible. Par exemple, la Nova 35, elle peut même probablement patrouiller pendant une semaine. C'est donc un appareil de grande taille. Et fournir des services de téléphonie mobile là-bas, ce n'est pas sa fonction principale, mais, pour ainsi dire, une fonction secondaire, supplémentaire, connexe. En somme, le dirigeable est grand, il peut être une source d'un ensemble de possibilités d'infrastructures, communication, Internet et autres, simplement en passant à proximité. C'est clair, les gens vont demander anonymement. D'où viendra l'Internet? Eh bien, pour cela, il y a les satellites. Oui, en ce moment, le bureau russe 1440 s'occupe de déployer notre constellation nationale. Ils vont y arriver, il y a des gars vraiment géniaux qui y travaillent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, n'oubliez pas, il y a aussi simplement des plateformes atmosphériques contrôlées. D'ailleurs, Gennady vient justement d'arriver de l'aérodrome. Il va nous raconter comment ça se passe là-bas. En gros, cela peut durer des semaines, voire des mois. À l'avenir, les dirigeables pourront effectuer sans escale toutes sortes de missions. Et pendant leur travail, ils sont tellement immenses que si on y installe une antenne supplémentaire avec un module de diffusion, ils ne s'en rendront même pas compte. Bonsoir à tous. Est-il possible aujourd'hui de concevoir et de construire des dirigeables de lutte contre l'incendie? En principe, un dirigeable peut transporter une certaine charge utile et s'il faut transporter des réservoirs d'eau pour la lutte contre l'incendie, il faut bien comprendre que le dirigeable n'est pas un appareil volant très rapide, sa vitesse est d'environ 150 km/h. Si, disons, il peut opérer à courte distance du feu, alors pourquoi pas? Ici, on demande justement s'il y a une possibilité. Est-il possible d'en construire un? Je dis que le dirigeable est un moyen universel qui peut transporter une charge utile. Avons-nous la possibilité d'en construire un? Bien sûr, nous avons toutes les possibilités. Donc, en résumé, il y a la possibilité de construire, mais il faut une demande précise. La technologie peut être variée. Elle peut servir à l'extinction directe ou être auxiliaire pour transporter des personnes et du matériel. Il existe de nombreux scénarios différents. Peut-être que les pompiers et le ministère des situations d'urgence en savent plus à ce sujet. S'il y a un client expert avec des exigences claires, alors notre bureau d'études pourra facilement traiter cette demande et concevoir un dirigeable et nous le construirons sans problème. Uliana, y a-t-il d'autres questions? Alors, les amis, vous n'avez plus de questions, mais il y en a sûrement. Elles sont quelque part sur YouTube, sur YouTube. Tu les as trouvées quelque part? Tu as regardé partout? Ce sont des pompiers, pas des pojarniki. Des pompiers. Les pojarniki, ce sont ceux qui ont tout perdu dans un incendie. Oui. Eh bien, excusez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Alors, Vadim Vassilievitch, tu veux dire quelque chose? Eh bien oui, je veux. Que dire? Dis, je ne veux pas, je veux travailler. Eh bien, j'ai toujours envie de travailler. Que puis-je dire d'autre? Les gars, nous travaillons, nous faisons de notre mieux et nous espérons que nous ne vous décevrons pas. Bientôt, vous verrez les résultats de nos efforts. Nous essaierons de publier davantage. Nous réalisons beaucoup de tests et d'essais intermédiaires afin, comme on dit, de ne pas se tromper sur l'appareil principal. Nous essaierons de partager les résultats de nos recherches intermédiaires pour que vous compreniez ce que nous faisons et à quel point le chemin est long pour obtenir une technologie fiable. Les ressorts ont-ils déjà été testés? Le petit modèle réduit? Non, il vient juste d'être assemblé, probablement. Il sera... Et pourquoi n'avez-vous pas couvert le processus de rivetage? C'est une question pour moi, pas pour Vadim Vassilievitch. C'est une opération tellement routinière. Il me semble que c'est de la routine pour les spécialistes qui ont conçu découper au laser, plier sur une machine CNC, puis assembler avec des rivets,
puis rivetés. Pour eux, tout cela est routinier, naturel. De plus, il s'agit d'une maquette de ressort, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas complète. Nous avons simplement réalisé le caisson central. Nous voulons simplement vérifier certaines fonctions, car tout ne peut pas être obtenu par le calcul, et nous allons la soumettre à des charges pour voir, disons, quels éléments vont céder en premier, afin de comparer avec nos calculs. Elle sert principalement à la vérification de notre modèle de calcul. Et peut-être que nous comprendrons quelque chose et apporterons des modifications à la conception grâce à la maquette du ressort. Et il y a plein d'autres choses, les bancs d'essai vont maintenant être remontés. Nous avions lancé le travail de formation, enfin, de construction des bancs d'essai. Nous avions commencé à faire celui en 48 volts. Avec le déménagement, tout est en suspens. Il faut assembler, démonter. En général, tout a été mis en pause là-bas. Nous allons maintenant reprendre cela, nous allons vous montrer. D'ailleurs, c'est Volodia qui a préparé cela, et il a aussi préparé un film. À propos de l'installation à vide d'Artyomov, qui simule la stratosphère pour tester les moteurs stratosphériques, les sondes stratosphériques et les contrôleurs que nous fabriquons également, il faut aussi tout tester, et cette chambre peut tout faire. Froid, chaud, pression élevée, pression réduite. Elle peut même simuler l'espace. Non, le film n'est pas encore prêt. Pourquoi ? À cause du déménagement. Bref, une super vidéo est en préparation. Je ne sais pas, elle fera probablement une 15aine de minutes concernant l'assemblage complet de l'installation, avec des commentaires, de quoi elle est composée, etc. Tout a déjà été filmé. C'est en cours de montage, si j'ai bien compris. Dans le laboratoire d'Artyom, qui déménage aussi, bien sûr, cette grande installation a été assemblée. Je ne vais pas envoyer de photos. Attendons que Volodia publie le grand film. Bref, Denis Philippov, évidemment, s'est précipité. Dès qu'ils ont créé le vide spatial là-bas, il s'est empressé d'allumer une boule de foudre à l'intérieur. Il semble qu'il ait réussi à l'allumer, et Vladimir aurait même tout filmé. Ce sera quelque part à la fin de la vidéo, après l'assemblage. La caméra fonctionne, les générateurs qui produisent le plasma fonctionnent aussi. Nous allons tester des moteurs stratosphériques de notre propre conception et fabrication. Les choses avancent aussi avec le laboratoire. Les vidéos ne sont pas tournées ni montées à cause des déménagements. Nous espérons que cette période de turbulence prendra bientôt fin. Alors ici, il y a encore des questions concernant la communication. À quelle altitude l'appareil doit-il être placé pour assurer la communication et la surveillance ? Les amis, vous pouvez simplement regarder le paramètre de visibilité radio directe. La visibilité radio directe, c'est, il me semble, 108 ou 107, multiplié par la racine carrée de la hauteur en kilomètres. Donc si la hauteur est de 1 km au-dessus de la surface de la Terre, la visibilité directe est de 108 ou 107 km. Si la hauteur est de 4 km au-dessus de la surface de la Terre, c'est 2 fois plus, donc 200, là ça fait 16. Voilà, la formule est simple. Mais il faut bien comprendre qu'il existe une zone où, disons, la visibilité directe est très parallèle à l'horizon, et là, à cause des irrégularités du terrain, des zones d'ombre apparaissent. À cause du relief, oui, donc il faut monter plus haut. Voilà la formule qui en résulte. Si l'on veut distribuer la connexion, il vaut mieux monter toujours plus haut. Donc si la question concerne la portée de la visibilité radio, c'est clair. 1 km pour 100 km, c'est le rayon, donc le diamètre, 200 km. À partir d'une hauteur d'1 km, on peut déjà couvrir cette distance. La stratosphère, c'est 20 km, on peut donc calculer. Mais là, Dimitri, cela fait racine de 16, donc 4 multiplié par 108, cela donne une visibilité directe d'environ 420, le rayon. Et un peu plus haut que cela, oui, 500, et le diamètre, 1000. On peut donc couvrir avec une sonde stratosphérique depuis une altitude de 20 km. Bonjour, qu'en est-il du compresseur à hélium ? Denis Philippov a un compresseur à hélium prêt. Concernant la performance, il faudrait encore installer quelques turbines supplémentaires. Pour l'instant, ce compresseur à hélium n'est pas indispensable à notre travail. Il a été mis de côté, Denis a beaucoup de tâches à accomplir. Quand il y reviendra, Vladimir, s'il vous plaît, faites une vidéo sur le compresseur à hélium. Que Denis explique ce que c'est et combien de temps il lui faudra pour vider le Novus 2 à l'aide de ce compresseur. Qu'il montre aussi, qu'il explique comment il fonctionne et en quoi un compresseur à air diffère d'un compresseur à hélium.
Et puis voilà que Shamil écrit aussi. Arslanov Shamil, notre jeune talent, un grand merci à lui d'être là. Il termine d'imprimer les petites pièces pour la maquette de l'aéroplane que nous emmenons avec nous à Dubaï. Cette nuit, il va encore les peindre pour que demain matin, on puisse les répartir dans les valises. Et en route, vous verrez sur place. Bref, la maquette, c'est un aéroplane avec la même empennage arrière, avec 4 vis dans les anneaux, avec la nacelle. Voilà, tout est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à finir d'imprimer les nacelles avant celle du nez, et c'est tout. Bon, d'accord, les amis, il n'y a plus de questions pour l'instant. J'ai été ravi de discuter avec vous. J'espère que vous avez été contents de nous voir et de nous entendre. Attendez notre direct depuis Dubaï. Nous sortirons avec Vadim Vassilievitch directement depuis la conférence. S'il y a du réseau, nous serons... Enfin, il y en aura forcément. Suivez les discussions dans les chats. Nous enregistrerons des vidéos et des stories. Nous ne filmerons pas seulement ceux qui viendront nous voir. Nous irons aussi nous-mêmes sur différents stands. Nous irons voir Boeing et SpaceX si nous les trouvons. Nous parlerons absolument avec Roscosmos et nous leur demanderons « Alors, comment allons-nous livrer le lanceur à Vostochny ?» En gros, attendez-vous simplement à la suite